Et voilà, nous voilà en ligne. Bonjour à tous. Bonjour à tous, merci à tous d'être venus. Donc, bienvenue sur ce webinaire. On va juste patienter quelques minutes, le temps que les gens aient le temps de rejoindre. Et puis après, on lancera la présentation. Donc, pour vous expliquer un petit peu le déroulé, je vais juste faire l'introduction et ensuite laisser la main à Olivier qui est avec moi. Si vous avez des remarques, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Et si vous avez des questions, vous avez un onglet dédié pour pouvoir les poser. Donc, ça sera plus pratique pour nous pour y répondre, puisqu'on a une interface dédiée pour organiser la réponse aux questions. Voilà, ça arrive tranquillement, on va attendre encore un petit peu, puis après on va démarrer. Bon, on va démarrer avec l'introduction, ça laissera le temps aux gens de venir encore un petit peu. Donc, merci à tous encore d'être là. Donc, on va démarrer ce webinaire sur la plateforme du CERV, donc du Centre européen de réalité virtuelle, donc qui fait partie de l'École nationale d'ingénieurs de Brest. Donc, je suis Mathieu Granic, donc de la SAT Ouest Valorisation, et donc je suis accompagné de Olivier Augereau, donc le directeur de la plateforme. Bonjour. Juste quelques mots pour vous présenter en fait la SAT pour ceux qui ne connaisseraient pas. En fait, on est l'opérateur de valorisation de la recherche en Bretagne et Pays de la Loire. Et donc notre mission, c'est de proposer aux entreprises des ressources d'innovation issues de plus de 160 laboratoires, donc répartis sur les 4 campus qu'on peut voir ici, donc Nantes, Angers, Le Mans, Rennes et Brest-Lorient-Vannes. Et donc l'une de nos missions, en fait, c'est d'accompagner aussi les plateformes de nos établissements bénéficiaires, donc afin de promouvoir leur expertise et leurs offres de services. Donc, grâce à des actions comme le présent webinaire. Donc, vous pouvez aussi retrouver en fait toutes nos offres de compétences sur Plugin Labs West. Donc, si vous voulez développer un projet et que vous êtes en recherche de savoir-faire, je vous invite à naviguer sur ce site internet. Vous y trouverez en fait des offres très intéressantes du milieu académique. Donc, tout comme la plateforme du jour, dirigée par Olivier. D'ailleurs, je vais te laisser la main pour la présenter. Merci Mathieu. Donc, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Olivier Augereau. Je suis le directeur actuel du CERV. Donc en fait, je suis aussi enseignant-chercheur en informatique. Donc, j'enseigne à l'ENIB et je fais ma recherche dans le laboratoire LabStick. Donc le CERV est une plateforme de recherche qui appartient à l'ENIB. C'est un centre qui réunit des chercheurs venant à la fois du LabStick et d'autres laboratoires. Donc on fait des recherches autour de la réalité virtuelle, c'est un centre européen de réalité virtuelle, mais aussi, forcément, on a besoin d'intelligence artificielle et on fait pas mal de recherches aussi sur les systèmes interactifs. Donc on est pour la plupart des enseignants-chercheurs en informatique, mais on a aussi des chercheurs en mathématiques, en psychologie cognitive et en sciences de l'éducation. Donc ça peut être des personnes en fait qui viennent d'autres laboratoires et qu'on héberge soit temporairement, soit pour de manière plus longue dans notre bâtiment pour des collaborations.
Du coup, on fait à la fois centre de recherche. Comme on est un bâtiment qui appartient à une école d'ingénieurs, on fait aussi de la formation, que ce soit pour des étudiants ou aussi pour des professionnels. Un centre de valorisation, donc, via les partenariats, que ce soit public ou privé, et aussi un centre de découverte. Donc, la plateforme est accessible à tout le monde, comme j'ai dit, que ce soit public ou privé, pour faire des collaborations, pour développer des nouvelles recherches ou des nouveaux prototypes, des solutions innovantes liées à vos problématiques et liées à nos domaines d'expertise et de recherche. On accueille aussi donc des entreprises qui développent elles-mêmes leurs solutions, mais qui n'ont pas le matériel nécessaire. Donc nous, on peut mettre à disposition ce que je vais présenter tout à l'heure. On a beaucoup de matériel d'assez haute technologie qui peut être mis donc en location à disposition. Et nous, on a aussi l'expertise. On peut accompagner pour expliquer comment marchent ces outils, comment les exploiter au mieux. Et donc, voilà, profiter de notre expertise pour collaborer ou pour monter vous-même vos propres projets grâce à nos équipements. Donc, on a toute une panoplie d'équipements. Là, c'est les grandes catégories. Je vais revenir ensuite dessus. Donc, des casques de réalité virtuelle, un cave, une salle de motion capture, des capteurs physiologiques, des systèmes d'IHM interactifs et aussi des robots. C'est assez large comme gamme d'équipements. Donc, ce qui est le plus souvent utilisé, ça va être les casques de réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte. Donc, on doit avoir une vingtaine, voire une trentaine. Bon, les casques évoluent tous les ans, donc on s'équipe des dernières technologies. On a vraiment une gamme très large de casques, du bas de gamme au haut de gamme, pour des besoins divers. Et les applications possibles en réalité virtuelle et augmentée, elles sont vraiment très, très vastes. Donc là, on a quelques exemples de projets, mais on peut imaginer beaucoup d'autres genres d'applications. Je pense que l'application principale pour laquelle surtout les industriels nous contactent, c'est pour la formation. Donc, la réalité virtuelle est pas mal utilisée pour former des nouvelles personnes à un métier. L'avantage de la réalité virtuelle, c'est que on n'a pas besoin, si on doit se former sur quelque chose qui est dangereux, il n'y a aucun danger en réalité virtuelle, que ce soit, je sais pas, des risques électriques, chimiques, d'explosion ou autre. Si on doit se former sur un matériel qui est très coûteux, très cher, on n'a pas de risque de le casser. Et une autre problématique qu'ont certains industriels, c'est que leur matériel est rare, genre ils ont juste un ou deux systèmes, et donc tout le monde ne peut pas l'utiliser en même temps. Mais là, ça permet de faire une copie de ce système-là et de pouvoir quand même se former avec. Et ensuite, on a beaucoup d'autres applications, que ce soit pour le patrimoine, la reconstruction de sites historiques, pour pouvoir faire des visites, par exemple, interactives. Des applications plutôt santé, donc avec les principes de la réalité virtuelle, le fait de pouvoir incarner un personnage qui n'est pas forcément nous. Il y a beaucoup d'applications en psychologie cognitive. Donc, de pouvoir stimuler l'empathie, ressentir éventuellement ce que ressentent d'autres personnes en se mettant à leur place et stimuler les émotions. Pour ça, la réalité virtuelle est très, très puissante. Et ce qu'on appelle l'approche in virtuo, c'est utiliser la réalité virtuelle un peu comme on utilise un microscope pour analyser des choses qui sont très petites. Là, c'est plutôt pour analyser des comportements humains. Comment on peut simuler n'importe quelle chose en réalité virtuelle. Du coup, on peut s'en servir vraiment comme un simulateur, avec aussi éventuellement des agents virtuels et des humains qui interagissent avec des systèmes complexes. Donc, un autre équipement qui permet aussi de faire de la réalité virtuelle, mais qui est assez différent, là, à la place de mettre un casque,
on est plongé dans une salle. Alors là, on voit en fond, on voit notre cave. Donc, en fait, il y a 3 murs et le sol. Donc, on a 4 vidéoprojecteurs qui envoient chacun une image. Et avec des lunettes 3D, ça nous permet de voir en 3D. Donc, on peut faire aussi de la réalité virtuelle. Mais là, on est dans un espace un peu plus grand. Une autre chose, c'est qu'on voit son propre corps, alors que quand on a un casque, on ne peut plus voir son corps. Et ça peut impacter pas mal sur la manière de voir, de manipuler, de comprendre, de mémoriser les choses avec lesquelles on interagit. Et donc, ça peut être utilisé en fait pour les mêmes sortes d'applications que la réalité virtuelle. On voit aussi pas mal d'utilisations dont je n'ai pas parlé, ça va être la conception et la visualisation 3D. Donc, par exemple, on a le CHU qui nous demande de pouvoir, quand ils font la conception d'une nouvelle pièce, il y a différents personnels, que ce soit soignants ou autres, qui ont besoin de voir si la pièce va bien convenir. Et donc, de pouvoir être plongé dans un environnement 3D, ça leur permet de faire la conception et d'avoir différents métiers qui peuvent communiquer autour d'un même outil. Olivier, on a juste déjà 2 petites questions dans le chat. Je ne sais pas si tu veux y répondre maintenant ou les garder pour plus tard. Comme tu veux. On peut. Oui, je peux. On avait une demande, donc, quels étaient les projets donc, avec Naval Group et Arkea, et du coup, si c'était les casques plutôt que le Cave qui était utilisé. Je ne sais pas si tu vois les questions dans le chat. Oui. Alors, alors moi, de ce que je connais, parce que on est, oui, je ne l'ai pas dit, on est une quarantaine, donc je ne connais pas forcément le détail des projets de tout le monde, mais moi, je travaillais avec Arkea sur l'intelligence artificielle et notamment l'explicabilité de l'IA dans le domaine financier. Donc là, il n'y a pas du tout de réalité virtuelle ou augmentée. On est plutôt sur les systèmes interactifs. C'est-à-dire qu'on veut faire notre IA, souvent on dit que c'est une boîte noire parce qu'on ne sait pas trop comment elle marche. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est un système qui soit interactif, donc que l'utilisateur puisse poser des questions à l'IA et que l'IA lui explique pourquoi il a pris telle ou telle décision. Donc on n'est pas du tout dans la réalité virtuelle. C'est l'autre catégorie qui est plus à la fin sur les IHM et systèmes interactifs. D'accord. Et Naval Group, je ne peux pas trop rentrer dans le détail de ce qu'on fait avec eux. On a signé des NDA, mais c'est aussi des systèmes interactifs, plutôt avec l'analyse de signaux physiologiques en fait. Donc on n'est pas non plus dans la réalité virtuelle augmentée, mais avant il y a eu des projets. Donc je sois là, je pense que c'était sur la maintenance. Alors je sais pas si c'était Thales ou Naval Group, mais je sais qu'il y a eu des projets sur la formation à la maintenance de radars ou de systèmes complexes, où là, on utilisait la réalité virtuelle. Ok, merci Olivier. Et donc, il y avait une autre question, oui, je vois, c'est plutôt les casques que le Cave. Bah, c'est un peu les deux et ça dépend. Le problème du Cave, forcément, c'est qu'on ne peut pas en avoir chacun un chez soi. Donc, c'est utilisé plutôt pour de la conception, mais ça ne peut pas être utilisé tous les jours par des utilisateurs. Donc, si on a besoin de faire la formation avec beaucoup de personnes, soit il faut que ces personnes puissent venir ici, et là, ça va être un peu compliqué. Et sinon, dans ce cas-là, on pourra développer l'application plutôt dans un casque. Donc, toujours lié aux problématiques de réalité virtuelle, on a une salle de motion capture, donc de capture de mouvement. C'est exactement ce qui est utilisé dans le cinéma ou dans les jeux vidéo. En fait, c'est une salle qui est vide avec des caméras qui sont installées tout autour au plafond et dans les coins de la salle. Et on voit un petit peu là une personne qui porte une combinaison avec des petites boules réfléchissantes. Et ça permet d'enregistrer en temps réel les mouvements que font une personne. Et donc ensuite de pouvoir rejouer ces mouvements dans un environnement virtuel, que ce soit d'ailleurs en réalité virtuelle ou sur un écran. Donc ça évite d'avoir à animer à la main en fait tout un ensemble de choses. Et ça permet vraiment d'avoir des gens qui jouent un scénario et de pouvoir
capturer ça et de pouvoir le rejouer ensemble. Donc, de pouvoir capturer des gestes aussi. C'est important pour la formation, quand on a des gestes précis à faire ou à apprendre, de pouvoir les enregistrer. Donc là, on voit des capteurs qui sont mis sur la personne, mais on a aussi des gants. Donc, on peut enregistrer vraiment les mouvements des doigts, par exemple, de la personne. Et avec des caméras, on peut enregistrer aussi les expressions du visage. Tout un ensemble de choses qui peuvent être importantes pour pouvoir les rejouer ensuite dans un environnement virtuel. Donc, j'ai parlé rapidement de capteurs physiologiques. Alors ça, donc on change là un petit peu de domaine. Ces capteurs-là, ils peuvent être utilisés en réalité virtuelle, mais ils peuvent être utilisés pour n'importe, même si on n'est pas en réalité virtuelle. Donc on a des eye trackers, on a des bracelets. Ça permet, donc les eye trackers, ils permettent d'étudier où est-ce qu'une personne regarde en fait. Donc ça peut être où est-ce qu'une personne regarde sur son écran. On a aussi dans le casque des eye tracking qui permet de savoir où est-ce qu'une personne regarde dans une scène 3D. Et on a des eye trackers sous forme de lunettes avec une caméra frontale, ce qui permet à la personne de porter ses lunettes, de se balader. Et nous, on peut enregistrer ce qu'elle regarde pour ensuite faire une analyse des éléments saillants dans une scène ou ce genre de choses. Et les autres capteurs, donc c'est lié à ce qu'on appelle l'informatique affective, c'est essayer de comprendre les émotions, la compréhension, le stress. Donc c'est tous les facteurs humains, en fait, comme on est sur des systèmes interactifs, on a envie de savoir ce que ressent l'utilisateur, est-ce que ce qu'on a fait était bien conçu ou pas. Donc je mets dans les exemples d'applications, faire de l'A/B test, on peut faire une version de notre programme, encore une fois, ou de notre site web, demander à des gens d'interagir avec notre site web, et on peut savoir quel élément ils ont regardé en premier, combien de temps ils ont passé à regarder chaque partie de la page web, par exemple. Et on peut aussi enregistrer la transpiration, les battements du cœur. Là, ça va être plutôt pour mesurer la concentration, l'excitation, la charge mentale pour différentes sortes d'applications. Donc, essayer de voir si je fais une application d'apprentissage, voir est-ce que la personne elle est perdue, ou est-ce qu'elle comprend bien le matériel qui est en face d'elle. Ensuite, on a donc plusieurs tables interactives. Donc, c'est des tables qui ont des capteurs, soit optiques, soit RFID. Et donc, elles sont intelligentes, elles savent quels sont les objets qui sont posés sur elles. Donc, nous, on a aussi des imprimantes 3D. Du coup, on peut faire des objets de la forme qu'on veut. Ou là, on a une illustration avec des Lego ou autre. Et ce qui permet de nous placer, des pions et puis de faire des formes quelconques et de jouer des scénarios. Donc, ça peut être des scénarios éducatifs. Là, ce qu'on voit, la table, elle a été utilisée dans des écoles primaires pour apprendre des concepts un peu mathématiques interactifs avec les étudiants. Et il y a des scénarios beaucoup plus industriels, voire par exemple avec l'armée, où ils rejouent des scénarios de guerre en positionnant des pièces aussi sur la table, et ça permet de visualiser, de comprendre un petit peu ce qu'il a pu se passer, ou au contraire de planifier des choses. Et je crois qu'on arrive aux derniers équipements. Ça va être tout ce qui est robotique. Donc, on a beaucoup de robots. On a une douzaine de robots Nao. Les robots Nao, c'est ce qu'on voit à l'image là. Donc, c'est des petits robots. Et on participe à la RoboCup régulièrement. D'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure. Ils ont gagné une médaille d'or cette année. Donc, c'est des robots qui jouent au foot, là, en fait. La RoboCup, vous avez déjà vu ça à la télé. Donc, il y a beaucoup de problématiques d'intelligence artificielle. Les robots doivent voir avec des caméras le terrain, comprendre où sont les limites, où est le but, où est le ballon, où sont mes collègues, et puis faire un match de foot. On a notamment en ce moment un doctorant qui travaille sur le gardien et la planification anticipée de mouvements.
On a aussi des robots Pepper, c'est des robots qui sont beaucoup plus grands et qui sont utilisés plutôt pour des interactions sociales avec des personnes âgées, par exemple, ou avec des utilisateurs. Donc, c'est une entreprise japonaise qui fait ça. Au Japon, moi, je l'ai vu utiliser pour faire l'accueil, par exemple, dans des magasins et donner des informations très simples à une personne qui serait un peu perdue. Voilà. Donc, est-ce que je continue, Mathieu? Ouais. Oui, tu peux y aller, t'inquiète pas. Au niveau des offres qu'on peut proposer, donc c'est assez varié. Ça va de la formation, de l'expertise sous forme d'analyse ou d'études et des collaborations aussi artistiques, des choses qu'on a fait dans le passé. Donc la formation, comme j'ai dit, autant on donne des cours à des étudiants, hein. Moi, je donne des cours d'intelligence artificielle, de deep learning. On donne des cours sur la réalité virtuelle, etc. Donc c'est des choses qu'on peut aussi proposer à des équipes industrielles qui seraient intéressées de se former aux nouvelles technologies, comment ces choses marchent, à quoi ça peut servir. Ensuite, ça peut être, on peut aller un peu plus loin dans l'analyse. Donc là, on peut vraiment accompagner avec des expertises le montage d'un projet. C'est l'exemple que j'avais avec la Naval Group, par exemple, que j'aide à développer un nouveau système et où ils n'ont pas forcément l'expertise sur tous les domaines. Donc là, je peux les accompagner, leur expliquer certains choix technologiques plutôt que d'autres, faire un peu de bibliographie et voilà, donner mon avis en fait au fur et à mesure qu'ils conçoivent. Je relis leur rapport et je commente avec mes connaissances. Donc ça peut se jouer à différents niveaux, hein, sur la revue de projet, ou on peut aussi tester des dispositifs. On a l'habitude de faire ça, hein, de faire venir des participants, d'enregistrer, utiliser des questionnaires et ensuite exploiter ces informations. Voilà, donc les études, je pense que ça revient. C'est toujours un petit peu la même chose. Et le type d'application, ça va être tout ce qui est lié à ce que j'ai pu présenter, hein, que ce soit l'utilisation des équipements qu'on a vus. Donc on a beaucoup d'applications liées à la réalité augmentée ou virtuelle, que ce soit créer des prototypes ou réfléchir à des nouveaux modes d'interaction. Donc là, ça va être peut-être plutôt de la recherche en fait un peu plus poussée si on veut créer vraiment des nouvelles choses. Il y a tout ce qui tourne autour des jumeaux numériques ou du métavers, qui sont des choses un petit peu à la mode. Là, il y a beaucoup de choses sur la réalité virtuelle, mais comme j'ai dit, hein, on fait aussi tout ce qui est système interactif, donc que ce soit utiliser un ordinateur, un téléphone ou un système intelligent, faire un système qui puisse comprendre, dialoguer avec un utilisateur, c'est des choses sur lesquelles on travaille aussi. Et on a fait aussi beaucoup de choses un peu plus artistiques, que ce soit sur la médiation culturelle, il y a l'exemple là de danse avec des avatars, on utilise de la motion capture, c'était des représentations un peu théâtrales, où on peut faire des agents qui réagissent en fonction de la musique, en fonction des gestes d'une personne et faire ce genre de système interactif. Et ensuite, je vais passer très rapidement sur 3 exemples de projets pour que ce soit un petit peu plus concret. Donc là, c'est un projet, justement, je parlais d'informatique et de psychologie. Là, c'est un projet qu'on fait en collaboration avec des chercheurs en psychologie cognitive qui ont des théories sur l'apprentissage. Donc, comment une personne apprend à faire une tâche. Et il y a des théories qui disent qu'on apprend, il y a 3 phases distinctes en fait, entre le début où on découvre la tâche, ensuite on commence à maîtriser un petit peu ce qu'on fait, et jusqu'à la dernière phase où là on est vraiment expert, on peut faire la tâche les yeux fermés.
Et l'idée de ce projet-là, c'est d'essayer de déterminer automatiquement dans laquelle des 3 phases est la personne, pour ensuite éventuellement ajuster, ça peut être les informations que vont donner le système, les instructions. Forcément, quand on est débutant, on a besoin de beaucoup d'informations, beaucoup d'explications. Et quand on est expert, quasiment aucune, puisqu'on est déjà... Et on a juste besoin de se réentraîner rapidement. Et donc, là, dans cette étude-là, on essaie de voir en fonction des gestes, du nombre de manipulations, de quelle pièce la personne regarde, combien de temps, etc., de prédire est-ce qu'elle est plutôt experte ou plutôt débutante dans la tâche qu'elle doit accomplir. Donc là, on peut très bien imaginer des applications. Là, on est très théorique, on travaille sur un cube, des choses un petit peu simples, mais ça peut être étendu pour faire des jeux ou des formations qui puissent s'adapter au comportement de l'utilisateur. Là, un autre projet complètement différent avec l'UBO, donc l'Université de Brest, et l'équipe de géoarchitecture. C'est un projet qui étudie les nuits bretonnes et notamment les déplacements la nuit de personnes qui ont besoin, par exemple, d'aller travailler. Et donc, il y a une problématique autour du compromis de l'éclairage. C'est-à-dire que les personnes qui ont besoin d'aller travailler, elles ont besoin de se sentir en sécurité et d'avoir de l'éclairage, mais on ne peut pas non plus éclairer trop fort ou toute la nuit pour des questions de biodiversité, d'impact sur la biodiversité, puis de consommation électrique. Donc, en fait, on fait des simulations d'éclairage public en réalité virtuelle. Comme ça permet à la ville de Brest de pouvoir tester, parce que sinon, en fait, ils font éventuellement des tests grandeur nature dans un quartier, ils vont changer la luminosité, puis faire des enquêtes auprès des habitants, mais là, ça permet peut-être de perturber un petit peu moins et de faire ça en réalité virtuelle. Donc, les gens peuvent mettre le casque et puis marcher, et puis nous dire qu'est-ce qu'ils ressentent, et puis on peut, nous, comme on est en réalité virtuelle, contrôler que ce soit la météo, le nombre de personnes qui marchent autour de nous dans la scène, l'intensité lumineuse, la couleur, le nombre de lumières, etc. Et le dernier projet, donc pour couvrir l'éventail assez large, c'est le projet lié à la RoboCup, donc notre équipe qui travaille sur les robots. Donc là, on voit les robots Nao, les petits, qui sont en bas, et les robots Pepper, qui sont beaucoup plus grands, au milieu. Et donc là, c'est beaucoup de recherches en intelligence artificielle sur la reconnaissance, que ce soit vocale, la reconnaissance d'objets, la reconnaissance de la langue, donc comprendre les mots qui sont prononcés pour que ça puisse faire un sens et que le robot puisse répondre. Et si le robot doit se déplacer aussi, il doit se faire une carte 3D pour comprendre où il est, où il va, etc. Donc des problématiques liées à la navigation. Et voilà, on arrive à la fin. Donc si vous avez des questions supplémentaires, si vous êtes intéressé pour faire des collaborations, donc on peut discuter aussi comment ces collaborations peuvent avoir lieu. Et n'hésitez pas à me contacter. Donc c'est là le mail, il y a recherche@enip.fr ou sinon il y a aussi serve@enip.fr. Donc serve, ça m'arrivera directement, et recherche, ça passe par notre équipe, puisqu'on a des recherches à l'ENIB aussi qui sont en électronique ou en mécatronique. Donc là, ça englobe tous les chercheurs de l'ENIB. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mathieu, ton micro est coupé. Pardon, oui. Merci Olivier donc, pour ta présentation. On va justement démarrer les questions. Alors, on avait une question de Frédéric Cérès, donc, qui demandait si vous utilisiez aussi, si vous utilisiez uniquement la VR ou si vous arrivez aussi d'utiliser le 360 de la photo et vidéo. Oui, c'est vrai que j'ai montré là plutôt des environnements virtuels en 3D, en réalité virtuelle, mais on a aussi des projets sur la vidéo 360.
Donc la différence, la vidéo 360, c'est enregistré avec une caméra, ça permet d'enregistrer à 360 degrés une scène, et on peut la rejouer du coup dans un casque, ce qui nous permet d'être un peu interactif, on peut regarder autour de nous ce qui se passe. Par contre, on ne peut pas avancer ou sélectionner des objets, ça reste voilà, une vidéo. Et un exemple de projet, on avait avec l'OFB, l'Office français de la biodiversité, qui avait filmé des vidéos 360 sous-marines pour comment dire, ensuite, dans des salons, montrer les problématiques liées à la biodiversité, justement. Et le fait d'être nous, on a comparé en fait entre une vidéo sur ordinateur en 2D toute simple ou une vidéo voilà, un peu plus interactive, un peu augmentée, montrer que l'apport que ça peut avoir. Et eux, l'apport principal qu'ils voient, c'est que dans un salon, les gens voient le casque et ça fait venir beaucoup plus de monde. Le fait d'avoir une nouvelle technologie un peu interactive, ça intéresse beaucoup de personnes. Donc, eux, ils sont très contents de cette application-là. Ok. J'espère que c'est bon pour vous, Frédéric. Alors, on avait ensuite une autre question de Andras qui demandait si les gants CyberGlove pouvaient être utilisés dans les études IHM dans le cave, donc en tenant compte des limitations en précision. Oui. En fait, donc il y a différentes technologies pour faire la motion capture. Ça va être soit, comme j'ai montré, avec des caméras et ensuite on met des petites boules sur notre corps ou sur nos doigts ou autre. Et on a aussi des systèmes qui marchent sans caméra. Ça va être avec des accéléromètres. Donc c'est un peu ce qu'on a, par exemple, dans un smartphone. Mon téléphone, il sait dans quel sens il est, en fait. Donc il y a un gyroscope, un accéléromètre qui permet de détecter précisément sa position. Et donc ça ressemble à des petits, comme un petit porte-clés. Donc c'est un petit disque qui doit faire 1 ou 2 cm. Et ça, on peut le placer aussi où on veut sur notre corps. Et ça permet de mesurer les mouvements. Et après, on peut reconstruire en 3D. Donc c'est assez... pour la précision, c'est assez précis. Voilà, donc ça dépend en fait des cas d'utilisation. Si on a besoin juste d'appuyer sur un bouton, voilà, de sélectionner des choses, on n'est pas obligé d'aller finement là-dedans. On peut avoir simplement une manette ou on peut avoir juste un capteur sur la paume de la main. Ça suffit de savoir à peu près où est la main de la personne et de manipuler des choses. Par contre, si on a besoin de vraiment reconstruire finement en 3D chacun des doigts, là, il faudra aller sur des choses qui sont plus fines. Et donc, ça va dépendre aussi des gestes. Si c'est des gestes de toute petite amplitude ou des grands mouvements, ça va peut-être pas être les mêmes technologies. Et là, on va peut-être avoir des limitations. Donc, ça dépend de la finesse aussi des choses qu'on veut faire. Merci. Ensuite, on avait une question de François qui nous demandait si tu pouvais donner quelques éléments sur les sources de financement des différents projets. Oui, donc nos plus gros financements, ça va être des financements publics. Donc en fait, on répond à des appels à projets ou à des appels à manifestation d'intérêt. Donc ça va être principalement l'ANR, l'Agence nationale de la recherche, qui finance des projets sur lesquels on candidate. Donc ça peut être aussi avec des partenaires industriels, ces projets, même s'ils sont financés par le gouvernement. Et l'ordre de grandeur de ces projets-là, en général, ça va être entre 300 et 500 000 euros. C'est des projets qui durent 3 ou 4 ans. En 3 et 4 ans, donc ça permet en général de financer un doctorant, par exemple, ou des postdoctorants, des études ou des petites prestations qui seraient nécessaires pendant le projet, l'achat de matériel, etc. Donc ça va être
pense que c'est les plus gros projets qu'on a. Ensuite, on a les projets industriels. Ça va être les plus gros projets, c'est quand on fait des thèses chiffres. Donc, c'est le doctorant, du coup, fait son étude à la fois en laboratoire et à la fois en entreprise. D'ailleurs, ça peut être les temps, ça peut être 50%, 50%, ou plus ou moins en labo, plus ou moins en entreprise. Mais c'est une collaboration, voilà, entre un industriel et nous. Donc, ça permet d'échanger et de collaborer autour, voilà, d'un doctorant qui peut mettre en place un certain nombre d'outils et faire un certain nombre de recherches. Et sinon, après, ça va être des prestations, donc, comme ce que j'ai montré, où on va accompagner l'entreprise. Donc, ça peut être soit juste faire une petite formation, ou alors, voilà, moi, par exemple, avec Naval Group, 1 fois ou 2 fois par mois, j'assiste à la réunion de suivi de projet et je contribue voilà, au montage de leur projet. Donc, oui, merci Mathieu. Là, on a un exemple d'autres formats de collaboration. Donc, oui, j'ai parlé des TESIF, les rédactions d'appel à projet. Donc, là, c'est les plus gros financements, en fait. La publication scientifique, là, ça apporte pas forcément d'argent, mais ça apporte en visibilité. Et dépôt de brevet aussi, qui est lié, c'est pas loin de la publication scientifique, en fait. Si on arrive à concevoir un nouveau système, ça peut aboutir aussi à des dépôts de brevets. On a une nouvelle question donc, de Michel. Ah, tu avais encore quelque chose? Oui, je vois que j'avais oublié de parler aussi le co-encadrement de stagiaires. Là, c'est la première étape souvent par laquelle on passe pour collaborer avec une entreprise. Donc, ça va être accueillir un stagiaire, soit au labo, soit à l'entreprise. Ou si on n'est pas loin, ça peut être entre les deux. Je fais ça avec le Canada, par exemple. Donc là, le stagiaire, il part dans l'entreprise au Canada. Et moi, je fais le co-encadrement. Donc, je suis le stagiaire. Aussi, c'est des thématiques. Il faut que ça intéresse forcément un petit peu le labo et que ça intéresse l'entreprise. Et donc, ça permet aussi de se connaître. Si c'est voilà, quand on travaille avec une entreprise qu'on ne connaît pas, on fait comme ça, voilà, petit à petit, on commence par un petit projet. Ouais, première porte d'entrée, quoi. Voilà, c'est ça. Ok. Et donc oui, du coup, on a une question donc, de Michel Militon donc, qui demandait si vous faites de la réalité mixte et donc si oui, quels étaient peut-être des projets en exemple. Oui, alors Reality Mixed, c'est un petit peu moins mon domaine, mais on a acheté les nouveaux casques qui s'appellent Vario. Donc c'est une marque qui fait des casques très haut de gamme, donc qui coûtent très cher aussi, et qui sont assez impressionnants parce qu'ils permettent à la fois de faire de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Donc un casque de réalité virtuelle, normalement, on ne voit pas au travers, et un casque de réalité augmentée, on voit au travers, donc ça permet de voir la scène qui est en face de nous, et puis on rajoute des informations sous forme d'hologramme. Donc là, ce casque, il permet de faire les deux parce qu'il a des caméras en fait qui sont placées à l'extérieur. Et donc ça permet d'enregistrer et de rejouer en temps réel éventuellement la scène qui est en face de nous. Et ensuite, on peut contrôler le niveau d'opacité en fait. Est-ce que c'est complètement opaque et là on est en pure réalité virtuelle? Est-ce que c'est complètement transparent et on est en pure réalité augmentée? Et on peut faire aussi des choses entre les deux, et donc en réalité mixte. Et pour les exemples de projets, moi j'avais vu en médecine, où on superposait des informations. On peut avoir un patient virtuel et puis montrer à la personne des actions qu'elle doit faire. Je pense qu'il y a d'autres projets, mais dans ce cas-là, il faudra revenir vers moi pour que je contacte les personnes qui travaillent avec ce casque. Oui, tu n'as pas forcément tout en tête. Mais on a l'équipement et je sais qu'il y a des personnes qui travaillent avec. Ok. Alors pour l'instant, on n'a pas d'autres questions.
n'hésitez pas. Ah. C'est une qui vient d'arriver. Alors, je vais juste la passer sur... Oui, celle qui est dans le chat, je peux la lire. Donc, de disséminer vos outils logiciels expertise pour d'autres installations en Bretagne. Exemple Cave. Alors, le Cave, j'ai du mal à voir comment on peut le disséminer. Alors, plutôt la couche logicielle. Oui, oui. D'ailleurs, on fait... alors, ça dépend des chercheurs et de leurs souhaits, mais il y a certains logiciels qu'on développe en open source. Donc, dans ce cas-là, en fait, ça peut être... notre but, c'est que ce soit distribué et utilisé par d'autres personnes. Après, il y a effectivement des logiciels qui sont développés plutôt en interne, qui sont pas en open source, qui ne sont pas publiés. Et dans ce cas-là, on peut faire éventuellement des partenariats pour que cet outil soit utilisé par d'autres personnes. Il faut juste garder en tête qu'on reste un centre de recherche. Donc, on développe des choses, mais c'est rarement des produits aussi, c'est rarement des produits finaux en fait. Ça ne va pas être la même qualité que pourrait donner un développeur. Ça va être plutôt comme un POC en fait. On va faire des logiciels pour montrer voilà, une démo, montrer des fonctionnalités, des choses qu'on peut faire. Et donc après, par contre, si ça peut intéresser un industriel, on peut ensemble peut-être aller sur des phases de maturation un peu plus élevées. Mais oui, c'est des choses sur lesquelles on travaille. Il y a d'ailleurs un gros projet qui s'appelle Continuum, qui est financé par c'est un Equipex Plus financé par le PIA4, sur laquelle il y a 30 plateformes, là c'est nationales en France, donc ça couvre à la fois Brest, Grenoble, Rennes, donc toute la France, il y a une trentaine de centres et il y a un certain nombre de millions d'euros pour essayer de connecter toutes ces plateformes ensemble. Et je pense que ça aussi, ça va nous permettre de mettre en place des normes et des outils un peu génériques pour pouvoir connecter des plateformes et puis pour pouvoir aussi disséminer nos logiciels avec les industriels, puisque le but, c'est pas non plus que de collaborer entre académiques. Ok. Donc, je vois qu'on a Andras qui est en train de taper, donc il y aura peut-être une autre question. J'invite Andras éventuellement à me contacter directement. Sinon, à contacter directement Olivier, peut-être pour pouvoir répondre à toutes ces questions. On va peut-être en prendre une dernière et puis après clôturer la séance. Alors, il y a un petit cave à Lorient également, on peut utiliser pour le moment. Oui, il y en a plusieurs des caves en France. À Rennes, ils en ont un immense, qui doit être le plus grand de France. Le nôtre est très grand, donc il est pas mal apprécié par les industriels. Et il y a des industriels aussi qui ont Thales, ils ont leur propre cave. Donc on peut installer, après ça dépend le hardware qui est dessus, mais on peut éventuellement collaborer. Oui. Je vais remettre dans le chat. Donc, pour me contacter un peu plus directement, ça serait plutôt serve@enib.fr. Voilà. Là, ça va être. Il y a moi, donc c'est le directeur de la plateforme, et juste 2 autres personnes. Alors, parce que recherche, ça couvre un petit peu plus large. Très bien. Moi, je pense qu'on est arrivé au bout de cette présentation et des questions. Donc, merci vraiment à tous. Et puis, n'oubliez pas, donc, pour toute demande d'infos, vous pouvez contacter Olivier à son adresse, à l'adresse qu'il vient de mettre, ou sinon, si vous avez des questions sur les contrats, n'hésitez pas non plus à contacter West Valorisation et de nous suivre donc, sur Plugin Labs West pour rester au courant de toutes ces offres de services. Voilà, merci à tous et bonne journée. Merci. Au revoir.